Dommage. C'est bon, vous me chauffez là. Hein. Bienvenue, bonjour. Merci de participer à notre conférence Sciences, technologies, entreprises. Quelles conditions de réussite pour les territoires. Et merci à Siemens de nous accueillir. Et sans plus attendre, je passe la parole à Madame Catherine Petrovic, directrice de la diversité et de l'inclusion chez Siemens France. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de Siemens pour cette manifestation scientifique et technique organisée par Pleine Commune Promotion. Alors cette année encore, nous sommes en format distanciel, mais nous n'oublions pas effectivement l'importance de faire découvrir aux jeunes, aux enseignants des lycées et collèges du territoire, toute la richesse et toute l'innovation qui sont présentes au sein de Pleine Commune et de ce territoire. Alors Siemens est un groupe qui est implanté depuis plus de 50 ans sur Saint-Denis et nous sommes une entreprise de haute technologie, donc ancré évidemment dans tout ce qui est développement économique, mais pas que. Donc moi, je porte toute l'histoire de Siemens et son ADN au travers des notions d'inclusion et d'égalité des chances que nous portons. Alors, nous sommes signataires de la charte Pleine Commune et puis nos collaborateurs sont largement inscrits dans des manifestations auprès d'associations pour développer l'égalité des chances et viser l'ascenseur social des jeunes, des plus jeunes dans tout le territoire. Alors, nous travaillons avec des associations comme nos quartiers ont des talents, le Club FAS, le Club des jeunes talents de Pleine Commune, et puis d'autres bien encore. Et nous continuons à porter ces valeurs aujourd'hui au travers de cette conférence, des valeurs de solidarité. Alors, pour revenir à cette manifestation, nous avons un fil rouge, c'est la science passionnément. Donc, Savante banlieue sera la 21e édition donc, de cette manifestation. Donc, nous doutons que nous aurons des échanges très intéressants qui vont peut-être créer des nouvelles vocations pour tous les jeunes. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Monsieur Francis Dubrac. À vous, Francis. Merci, Catherine. Donc, je suis... je vais m'asseoir. Je suis Francis Dubrac, je suis le président de Pleine Commune Promotion. Alors, en deux mots, Pleine Commune Promotion, c'est une association de chefs d'entreprise de Pleine Commune qui regroupe à peu près 400 chefs d'entreprise sur le territoire, qui a pour vocation d'animer le territoire et nous le faisons en parfaite symbiose avec la collectivité qui est Pleine Commune et son président Mathieu Hanotin. Merci à Siemens de nous accueillir ici, puisque l'histoire avec Siemens est très ancienne, puisque Siemens a été l'une des premières sociétés à croire au développement de Saint-Denis et de la plaine Saint-Denis, lorsqu'on était alors en plein désert industriel. Je rappelle qu'il y avait 580 hectares de friches et qu'aujourd'hui, il y a 2 millions de mètres carrés qui ont été construits, mais Siemens a été les premiers. Et puis la deuxième raison qui me rend heureux d'être là aujourd'hui, c'est qu'il y a un an, nous étions en pleine pandémie de Covid. Les élèves devaient faire des cours à domicile par télétransmission. Et le problème était que tous les foyers de Seine-Saint-Denis n'ont pas d'ordinateur, tous les foyers de Seine-Saint-Denis n'ont pas de connexion Internet. Et le groupe Siemens a eu la gentillesse de nous offrir 400 ordinateurs portables qui étaient en renouvellement. Et ces 400 ordinateurs ont été distribués dans les 9 villes de Pleine Commune et ont permis à 400 gamins de pouvoir se connecter. Alors je dis gamins, c'est collégiens, lycéens ou universitaires. Et puis, une fois qu'on a l'ordinateur, il faut aussi, dans les milieux modestes, pouvoir le connecter. Et c'est grâce à notre partenaire Orange que nous avons pu obtenir un branchement, une connexion entre guillemets RSA qui a permis aux familles les plus défavorisées d'avoir une connexion Internet à bas coût. Et puis remercier tous les partenaires qui sont là aujourd'hui, puisque ce sont pour la plupart des adhérents de Pleine Commune Promotion de longue date. Et remercier Philippe Pion et tous ceux qui organisent cette manifestation. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est organisé. D'habitude, nous étions à Villetaneuse au sein de l'université, mais je crois que c'est Covid oblige. Nous sommes un peu décentralisés, mais ravis d'être au cœur de la plaine Saint-Denis. Merci Philippe, à vous. Merci. Eh bien, c'est vrai que c'est un petit peu ému que je suis venu rue des Fruitiers ce matin
parce que mon papa travaillait chez Cazeneuve, rue des Fruitiers, et ma maman travaillait à la direction de la recherche de Gaz de France dans le bâtiment administratif qui a été détruit par le siège de SFR. Donc, c'est un petit rappel où je venais des fois les chercher à la sortie du travail. Eh bien, je vais vous inviter aujourd'hui à réfléchir à l'articulation entre le développement de la recherche et de la technologie dans l'entreprise et la valorisation des territoires où elles sont installées. Alors, nous sommes dans le cadre de Savants de banlieue et on va chercher à mettre en évidence les liens qui peuvent se tisser entre les laboratoires de recherche et les universités du territoire. Pour évoquer ces questions, on a rassemblé, comme à l'habitude, un chercheur, sociologue, politiste qui va introduire les échanges et 3 entreprises du territoire dont les caractéristiques, c'est qu'elles sont installées depuis fort longtemps sur le territoire. Siemens, ça a été la première entreprise internationale à s'installer à Saint-Denis en 1970. Solvay, qui certes s'est installé sur le territoire de Plaine Commune il y a un peu plus de 10 ans, mais qui, en reprenant Rhodia, qui était un fleuron de la chimie française et héritière du groupe Rhône-Poulenc, qui est une implantation historique d'Aubervilliers. Et Eurotechnie, Organotechnie, ça commence mal, dites donc, Organotechnie, qui certes est une PME de biotechnologie de 80 salariés, mais qui est installée à La Courneuve depuis 120 ans. Alors, pour évoquer ces questions, donc je vais vous présenter sans plus attendre nos intervenants. Clément Pain, qui est donc sociologue politiste à l'université Sorbonne Paris-Nord. Florence Turpin-Lambert, qui est directrice de la recherche et de l'innovation chez Solvay à Aubervilliers. Pierre Mortamet, directeur général d'Organotechnie à La Courneuve, je ne vais pas 2 fois l'erreur, et Pierre Alban-Villain, qui est chef de projet dans la direction stratégie et développement de Siemens France. Alors, on a débuté la conférence, nous avons, à côté de nos intervenants, nous avons théoriquement une petite trentaine d'entreprises qui ont fait part de leur volonté de participer, et nous avons 4 classes qui nous ont également indiqué leur volonté de participer à la conférence. Alors, nous aurons, je précise un peu le mode d'emploi, nous aurons 2 moments d'échange qu'on a programmés. On prendra quelques questions, 5, 6, et si au fur et à mesure des interventions qui vont se présenter, vous avez des questions que vous sentez vouloir poser, vous n'hésitez pas. Vous avez sur votre ordinateur un petit module qui vous permet de le faire. Et nous, lorsqu'on arrivera à la phase questions, je verrai les questions qui sont posées et avec toutes les personnes qui sont là pour faire que tout se passe bien, nous passerons à poser cette partie échange. Alors, je vais donc, comme on l'a dit, traditionnellement à Savants de banlieue, on donne d'abord la parole à un chercheur qui introduit la problématique. Et donc, vous avez gagné, Monsieur Pain, et vous étiez le premier interlocuteur désigné pour participer dès le mois de juillet à cette table ronde. Donc, Clément Pain, vous allez vous présenter, et puis vous allez nous expliquer comment vous voyez la thématique abordée aujourd'hui. Et puis, écoutez, après les premières réponses de nos intervenants entreprises, je vous redonnerai la parole pour réagir une première fois sur ce que vous avez entendu. Monsieur Pain, c'est à vous. Merci. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Plaine Commune de m'avoir invité pour participer à cette table ronde et plus encore donc de m'avoir proposé d'ouvrir la discussion. Donc, je vais me présenter en quelques mots.
pour dire simplement que le thème des relations, sciences-industrie, innovation, entreprise m'intéresse en effet suffisamment du moins pour avoir consacré ma recherche doctorale, donc ma thèse, à ce thème. Je porte également un intérêt pour le territoire de Plaine Commune, car mon terrain d'enquête couvrait en partie donc le périmètre de ce territoire, et car l'université où j'ai réalisé ma thèse, donc l'université Paris 13, aujourd'hui renommée Sorbonne Paris Nord, est l'une des 2 universités présentes sur le territoire de Plaine Commune. Alors en compagnie de Madame Turpin, de messieurs Villain et Mortanet, je me retrouve un peu dans la position de l'universitaire de service, ce qui me convient très bien à titre personnel, et ce qui me semble en outre à la fois à propos et utile dans le cadre d'un événement tel que Savantes banlieue, qui vise à mettre à l'honneur la science, et la science dans la diversité de ses approches, de ses pratiques, et la science dans ce cas-là de passion commune pour l'acte de comprendre, et pour comprendre, de produire de nouvelles connaissances et de les échanger. Alors pour ouvrir la discussion, je souhaite en premier lieu attirer l'attention sur le fait que le profil professionnel de mes 3 interlocuteurs illustre a priori un apport significatif de la sociologie des sciences. Donc, je suis en effet sociologue, et la sociologie des sciences est un domaine sociologique auquel je m'intéresse. L'apport de la sociologie des sciences auquel je fais référence est celui qui remet en cause une idée reçue et assez tenace, selon laquelle la science, en raison de son caractère objectif, voire universel, serait une activité neutre et isolée, coupée tout à la fois des enjeux sociaux, économiques et politiques. Comme les travaux mondialement connus de Bruno Latour ou de Michel Callon l'ont abondamment souligné, la science, disent-ils, est une affaire de réseau. Autrement dit, la science, c'est une activité encastrée dans le tissu des relations sociales, économiques et politiques. Alors, suivant cette idée, ma première volonté est d'inviter mes interlocuteurs à exprimer, alors le plus clairement possible, si possible, avec des exemples concrets, en quoi, tout en travaillant chacun dans une entreprise, ils estiment conduire une activité scientifique. Et en quel sens, de cette manière, ils estiment faire science, d'une certaine manière. Donc, ma première série de questions est la suivante. Sur quoi travaillez-vous? Quelles données traitez-vous? Avec quelle méthode? En mobilisant quelle discipline scientifique? Et enfin, dans le cadre de vos activités, collaborez-vous avec des partenaires scientifiques au sens classique du terme, c'est-à-dire des acteurs de la recherche fondamentale publique, tels que des organismes de recherche type CNRS ou des laboratoires universitaires, locaux ou pas. Sur la base de vos premières réponses, j'aimerais ensuite rebondir sur 2 autres ensembles de questions. On y reviendra par la suite, mais je les expose tout de suite. Il s'agit tout d'abord d'un questionnement portant sur l'innovation au sens institutionnel du terme, c'est-à-dire au sens de domaine d'intervention de l'État et plus largement de la puissance publique, telles que les collectivités locales ou les communautés d'agglomération telles que Plaine Commune. Alors, pourrez-vous nous dire si, en tant que représentant d'entreprise, vous éprouvez un intérêt pour les dispositifs déployés par l'État et ou les pouvoirs locaux pour soutenir l'innovation, qu'il s'agisse d'aides financières, type crédit impôt recherche, c'est la plus connue, ou d'incitation à nouer des partenariats avec d'autres acteurs de l'innovation, dans le cadre, par exemple, des pôles de compétitivité, sur lesquels j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse. Alors, pouvez-vous, là aussi, sur ces questions-là, donner quelques exemples concrets, notamment de partenariats locaux? En quoi ces dispositifs vous semble-t-il répondre à un besoin pour réussir dans vos activités? Mon troisième et dernier ensemble de questions porte sur l'innovation au sens plus concret du terme, c'est-à-dire au sens de diffusion dans la société de nouveaux produits ou services par l'appropriation qu'en font des consommateurs ou des usagers. Alors, dans quelle mesure votre entreprise conçoit-elle son activité de recherche et d'innovation dans une logique certes capitaliste, mais non réduite à des enjeux de rentabilité à court terme, mais aussi à plus long terme,
dans une démarche de type responsabilité sociale et environnementale des entreprises pour répondre à des besoins utiles à long terme ou liés à des enjeux collectifs, voire à l'intérêt général. La présentation introductive de votre collègue de Siemens tout à l'heure donnait quelques éléments, mais si on pouvait revenir un petit peu là-dessus, ça m'intéresserait grandement. Donc, mon point de vue d'universitaire est à ce sujet d'attirer l'attention sur le rôle que les entreprises peuvent jouer localement pour les territoires où elles sont implantées, avec d'autres acteurs tels que les universités, en matière de formation des populations, et notamment des populations jeunes, que ce soit sous forme de stage, d'apprentissage, de contrats de recherche, etc. Donc, je ne manquerai pas de revenir sur ces différents points, après vous avoir écouté à tour de rôle, mais dans un premier temps, donc, pouvez-vous nous dire un peu concrètement sur quoi vous travaillez et en quoi, selon vous, vous faites de la science? Bon, merci Monsieur Pin. Alors, sans vous paraphraser, je suis tenté de dire, vous posez beaucoup de questions. Je suis tenté de dire, chacun de nos intervenants a tout son temps d'intervention au travers des 3 questions pour aborder tel ou tel aspect, parce que vous avez tout ramené au départ, et c'est bien normal. Mais donc, effectivement, à commencer par le commencement, comme vous l'avez fait, je vais commencer par Madame Florence Turpin-Lambert, qui est, rappelons-le, directrice de la recherche et de l'innovation chez Solvay. Est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise, présenter la fonction que vous exercez, et puis, effectivement, les grands axes de la recherche, c'est Solvay, pour dresser le panorama. Puis vous avez une deuxième caractéristique, même si vous n'avez pas, comme vous me le disiez tout de suite, fait votre carrière, toute votre carrière chez Rhodia. Ça fait 25 ans que vous travaillez sur le champ de la recherche, et je crois que c'est intéressant, y compris pour nos interlocuteurs, de voir, selon votre sentiment, comment l'activité de recherche a évolué. Madame Turpin-Lambert, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Donc, quelques mots sur Solvay. Donc, Solvay est un groupe chimique belge qui a été fondé en 1863 par Ernest Solvay, donc, une société qui a beaucoup d'histoire. Et c'est les technologies, parce que Solvay est fondé sur la science, les technologies que nous développons sont là pour amener beaucoup d'avantages aux produits et aux produits du quotidien. Donc, les solutions que nous développons permettent d'avoir des produits plus sûrs, plus propres, plus performants dans plein de domaines du quotidien. Ça va des avions, des produits détergents, des voitures, des produits agroalimentaires. Donc, on va retrouver nos solutions un peu partout. Alors, Solvay, en quelques chiffres, c'est 23 000 personnes dans le monde. On est présent dans 64 pays, 110 sites industriels et 20 sites de recherche majeurs, dont Aubervilliers est un des centres de recherche important et, comme vous l'avez rappelé, un centre historique, puisque même c'était du temps de Péchinet où on avait déjà nos laboratoires, après Rhône-Poulenc, Rhodia et aujourd'hui Solvay. C'est vraiment toute une histoire de recherche sur le territoire. Alors, nous travaillons sur les grands axes de Solvay autour des composites, autour des solutions et de la chimie. Et on travaille, je parlais des produits du quotidien, un exemple, on va travailler sur l'hygiène et développer des solutions qui vont permettre d'avoir une désinfection sur 24 heures. Aujourd'hui, les produits, vous désinfectez et puis si vous retouchez, on en parle beaucoup avec la Covid, vous retouchez une surface, bien vous remettez des bactéries. Une autre solution va permettre aux désinfectants de garder ses performances sur 24 heures. Nous sommes engagés aussi sur la batterie du futur, c'est un autre domaine complètement différent, et puis aussi sur la filière hydrogène. Donc, des exemples, mais on va retrouver vraiment Solvay engagé sur beaucoup de produits du quotidien. Peut-être quelques mots sur la recherche. Je pense que la recherche, c'est vraiment, pour moi, ça fait partie de la vie de tous les jours. On est là pour amener des solutions concrètes
pour vous, pour moi, pour améliorer la vie des gens. Et la chimie, les solutions, vous les retrouvez partout. C'est vraiment la beauté de notre travail. Et donc moi, je suis dans la recherche même depuis plus de 25 ans. J'ai vu beaucoup d'évolutions. Et une évolution majeure, c'est le développement durable. On en parlera peut-être après. De considérer aussi l'économie circulaire, de savoir et de réfléchir à l'impact qu'on va avoir quand on va développer un produit et de bien comprendre au départ le besoin. Je pense qu'avant, quand on commençait une recherche, ça prenait des années et on ne se posait pas toujours la question qu'est-ce que, au final, ça va apporter au quotidien pour les gens. En tout cas, maintenant, c'est tous les jours, quand on veut développer un nouveau produit, on se pose cette question. Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je vais apporter de plus? Et comment je vais contribuer? Et un autre point, c'est l'accélération. On parle du digital, mais même dans la recherche, le digital est très présent. Le digital nous permet d'accélérer la recherche et c'est fondamentalement quelque chose qui a beaucoup évolué sur notre façon d'innover. Merci beaucoup, Madame Turpin-Lambert, d'être restée synthétique. Je passe la parole à Pierre Mortamet, directeur général d'Organotechnie. Alors, même sanction, vous présentez votre entreprise et puis les axes de recherche dans Organotechnie. Vous avez une particularité, c'est que vous avez doublé les effectifs en 6 ans après le rachat de cette entreprise. C'est un challenge. Comment ça s'est traduit au niveau de l'activité, des produits fabriqués, mais je suppose aussi de l'évolution des métiers, et puis peut-être aussi, vous me le disiez tout de suite, l'évolution du parc de production. Alors, donc Organotechnie est une entreprise qui a 120 ans, basée à La Courneuve. Cette société, mon associé et moi l'avons reprise auprès du précédent propriétaire il y a 6 ans. Il y avait 40 personnes. La société fabrique des nutriments, donc des aliments pour les micro-organismes, pour les bactéries, pour les levures, des micro-organismes qui sont utilisés dans des procédés de production, principalement en pharmacie. Quand vous allez, une industrie pharmaceutique qui va fabriquer un vaccin va faire croître un micro-organisme pathogène, dangereux, dans un réacteur. Ce micro-organisme se développe très facilement dans un corps malade et beaucoup plus difficilement dans un milieu artificiel comme peut être une cuve en inox. Et c'est là où il faut lui donner des nutriments très efficaces et aussi très purifiés qui permettront ensuite à l'industriel de la pharma de purifier son milieu de culture sans avoir à enlever un tas d'impuretés que nous-mêmes, on a déjà enlevé au niveau du nutriment. Voilà. Donc, on fabrique des aliments, ce qu'on appelle des peptones, donc des aliments pour les micro-organismes. Cette société, quand on l'a reprise, avait subi des moments difficiles et en 2015, il n'y avait plus de recherche-développement. Il fallait la relancer. Et une des demandes d'ailleurs les plus pressantes des gens en production, de nos opérateurs de production, qui bien sûr s'inquiétaient du futur de l'entreprise, c'était quand est-ce que vous allez rouvrir un service recherche-développement. Alors bien sûr que c'était dans le plan, et c'était d'ailleurs très satisfaisant de voir que les opérateurs de production demandaient cet investissement long terme. Comme on n'avait pas beaucoup de moyens, et ça peut intéresser les jeunes, bien sûr. On n'est pas allé chercher, on va dire, le cadre de l'industrie. On a pris des jeunes stagiaires et des ingénieurs, et c'est eux qui ont démarré de zéro ce service recherche-développement. Ce service, maintenant, compte 5 personnes, et on investit pas loin de...
on investit pas loin de 10% de notre chiffre d'affaires en recherche-développement actuellement. Alors, par des projets internes et aussi par des collaborations avec des universités, dont Paris-Nord, la Sorbonne, avec le professeur Lutomski et Florence Poirier, donc l'unité de protéomique. On a aussi des collaborations avec Pasteur, des collaborations avec l'INSERM, des collaborations avec le CNRS. Dans notre métier, bien sûr, la science est très importante parce que chez nous, il n'y a pas de marketing. Quand on fabrique un produit, pour un micro-organisme, c'est le micro-organisme qui va dire, de par ses rendements, de par les performances, si le produit est bon ou pas. Et on a beau l'habiller comme on veut, soit l'industriel obtient les performances recherchées, soit il ne les obtient pas. Donc, il faut effectivement qu'on soit très factuel, il faut que on puisse comprendre au mieux quels sont les facteurs de succès de nos productions. Donc, on a comme ça démarré ces collaborations, démarré un service R&D, et la science chez nous, c'est quelque chose qui est, moi, ce qui me fait vraiment, ce qui me satisfait beaucoup maintenant, c'est qu'on a à peu près dans l'entreprise une vingtaine de personnes qui ont un niveau master biotech. Quand on l'a reprise, il y en avait 3. Maintenant, on a une vingtaine de personnes, et je vois ces personnes échanger, manier les concepts scientifiques et faire progresser l'entreprise, et c'est extrêmement satisfaisant. Alors, des sujets très concrets, bien sûr, on travaille à l'amélioration des rendements dans les productions de vaccins, par exemple, vaccins animaux, vaccins vétérinaires, vaccins humains. On a bien sûr été sollicité pour le développement du vaccin Covid-19, avec des sociétés américaines qui faisaient sous-traiter une partie de leur production en Suisse. Donc, on a vu tout ça par les demandes. Et on a aussi, on travaille aussi sur un sujet actuellement qui est la production de viande de culture, donc prendre des cellules animales et développer donc des tissus de viande de manière à ne plus avoir à tuer des animaux, de ne plus faire d'élevage. Donc ça, c'est aussi un projet sur lequel on travaille et pour lequel on a obtenu une bourse, un financement de l'Europe, puisqu'on s'est groupé avec 2 sociétés espagnoles qui, elles, font... Nous, on fait le développement du milieu de culture, et les 2 sociétés espagnoles, elles, font la croissance des tissus, et une autre va faire vraiment l'opération d'élaboration du produit fini. Donc, voilà des projets très concrets sur lesquels on peut travailler et qui demandent effectivement beaucoup de science. Donc, j'encourage tous les jeunes qui nous occupent à considérer avec le plus de sérieux possible les métiers scientifiques. Et je vois beaucoup de jeunes s'orienter vers des formations business, formations école de commerce. La science est très importante et ça peut donner de beaux métiers. Les jeunes qui ont... Voilà, on a chez nous 1, 2, 3 jeunes qui sont rentrés il y a 4-5 ans, qui sont maintenant chefs de service et qui gèrent. Ne dites pas tout, monsieur Mortamet, ne dites pas tout de suite. Il y a tellement de choses à dire, vous savez que... Ne dites pas tout de suite. Voilà, donc est-ce que j'ai répondu aux questions? Ah bah oui, vous avez même anticipé, mais vous inquiétez pas, on va y revenir, on va y revenir. Merci, monsieur Mortamet. Eh bien donc, on va tourner pour faire le tour de nos intervenants entreprises. Et donc, Pierre-Alban Villain, vous êtes chef de projet à la direction stratégie développement de Siemens France. Et bien donc, même sanction. Alors, cette grande maison qu'est Siemens France, les fonctions que vous y exercez, et puis les grands axes de recherche de votre direction. Alors, c'est sûr que vous avez dans vos fonctions, mais vous allez nous expliquer tout ça, un objectif de vision à moyen terme pour permettre aux sujets innovants d'émerger. Alors, justement, à cette question que posait M. Pin, vous travaillez tout seul ou vous travaillez avec des partenariats et lesquels ? Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc peut-être quelques mots sur Siemens. Siemens, c'est un grand groupe technologique européen qui représente en France 6000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'à peu près 2 milliards d'euros.
Pour vous dire concrètement ce que le groupe fait, le groupe est concentré sur 2 domaines d'activité. Vous avez un premier domaine qui s'intéresse plutôt aux infrastructures et aux bâtiments, pour lequel le groupe conçoit, fabrique et distribue des produits, des équipements, des solutions logicielles, des systèmes intégrés pour que ces bâtiments fonctionnent correctement, pour qu'ils soient vertueux d'un point de vue énergétique et pour qu'ils soient confortables pour leurs occupants. Et donc, très concrètement, le groupe vend des thermostats pour régler la température, des capteurs pour régler et piloter l'éclairage, des équipements électriques pour se raccorder au réseau, etc., etc. La deuxième grande activité du groupe s'adresse plutôt au milieu industriel. Et dans cet environnement, le groupe, de la même façon, conçoit, fabrique, développe, commercialise à la fois des équipements, hardware, des automates, des moteurs, pour faire tourner ces chaînes de production, et puis également un certain nombre de logiciels ou de systèmes pour optimiser ces chaînes de production. Et donc, avoir un espèce de jumeau numérique ou avoir un certain nombre d'outils, en tout cas informatiques, qui permettent à ces chaînes de production d'être pilotées de la façon la plus optimale possible. À titre personnel, au sein de ce groupe, je suis chef de projet et je m'occupe de coordonner un certain nombre de projets innovants pour le groupe qui sortent des sentiers battus ou qui sortent en tout cas de nos activités opérationnelles classiques et du quotidien. Et donc, il y a le quotidien connaît plein de chamboulements. Et donc, le groupe s'intéresse, par exemple, à l'impact de la mobilité électrique, comment intégrer ces bornes de recharge dans l'écosystème français, à l'impact que pourrait avoir l'intelligence artificielle, par exemple, aux données qui existent dans ces infrastructures, dans ces sites industriels, à l'impact, par exemple, des énergies renouvelables également sur le réseau électrique, à l'impact de l'industrie 4.0, comment demain, grâce à la donnée, grâce au numérique, avoir des sites de production qui soient plus compétitifs et qui permettent de relocaliser ou de revenir en France. Pour répondre à votre question sur la vision peut-être de Siemens de la recherche ou de l'innovation, et par rapport également à votre propos et par rapport à la science qui serait encastrée, notre vision et notre rôle chez Siemens en tout cas, c'est de fonctionner le plus possible en écosystème ouvert, parce que ces briques technologiques doivent être au service des hommes et des femmes, et donc il faut que ces briques technologiques soient le plus près possible de leur champ d'application. Et donc ce champ d'application, ce sont des sites industriels, ce sont les infrastructures par exemple que j'évoquais tout à l'heure. Alors peut-être un exemple de comment ça peut fonctionner, quelle est un peu la bonne recette à l'échelle d'un territoire. Il y a une réussite du groupe qui est assez récente et que je peux parler. Pour nous, il y a peut-être 3 ingrédients à réunir pour que ça fonctionne bien. Le premier ingrédient, c'est que vous avez besoin d'un acteur technologique. C'est le rôle que Siemens a sur ce type de projet. On est apporteur de briques technologiques, un peu comme des briques de Lego qu'on peut assembler. On a besoin évidemment de matières grises pour agencer ces briques de Lego, pour les reconstituer, les remodeler. Et ça, la meilleure façon pour nous de le faire, c'est de travailler main dans la main avec des acteurs académiques, que ce soit des universités ou des centres de recherche. Et donc ça, par exemple, dans l'exemple que je développerai juste après, c'est ce qu'on fait avec les mines de Saint-Étienne, par exemple, pour avoir à la fin des ingénieurs qui soient capables de manipuler les Legos et les assembler. Et puis enfin, on a besoin de ce terrain de déploiement, on a besoin de ce terrain de jeu sur lequel on va construire cet assemblage de Lego pour que ça fonctionne. Et donc ce terrain de jeu, ça peut être un site industriel, et donc c'est par exemple ce qu'a récemment fait le groupe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour une nouvelle entreprise de chaussures qui a décidé d'implanter et de localiser son usine en France, parce que donc c'est l'entreprise Chamatex, avec ses briques technologiques, avec les mines de Saint-Étienne, avec le campus du numérique dans lequel tout ça s'inscrit, on arrive à avoir cette bonne alchimie, cette bonne recette pour arriver sur un site de production qui est super automatisé, qui est clairement dans l'industrie 4.0, avec des robots autonomes, etc., et qui permet à la fin de faire revenir en France la production textile, la production de chaussures, et créera une 50aine d'emplois sur ce site qui est situé en Ardèche. Merci, Monsieur Albin Villain. Je crois que là, on commence à voir un peu la diversité des entreprises, la diversité d'approches, mais en fait toujours autour de le même impératif, de l'enjeu de la science et de la technologie et de sa valorisation dans l'activité des entreprises.
Alors, je reviens vers vous, Madame Turpin-Lambert. Comment se caractérise, donc dans une entreprise, je suis tenté de dire ancienne, à Aubervilliers, l'ancrage territorial vis-à-vis de vos sites d'implantation, en particulier donc sur celui d'Aubervilliers? Quels sont effectivement, les questions que posait M. Pin, les principaux métiers, vos niveaux de recrutement, le niveau de l'alternance? On parle beaucoup, c'est un sujet, effectivement, et c'est un sujet que M. Mortamet évoquait sur les formations scientifiques et peut-être des fois le manque d'appétence des jeunes pour ces métiers, mais on dit aussi que c'est tout particulièrement vrai pour les jeunes filles. Est-ce que, à votre niveau, donc tout à la fois sur l'ancrage dans le territoire et, je suis tenté de dire, vos pratiques d'évolution de métier, évolution de recrutement, lien avec les différentes structures de formation, comment vous vous y prenez, Madame Turpin-Lambert? Alors, d'abord, pour revenir sur le site d'Aubervilliers, on est à peu près presque 500 personnes au niveau, avec le tertiaire et la recherche. Et on a une bonne balance hommes-femmes, puisqu'on est 50-50. Donc ça, c'est plutôt positif. Nous avons également beaucoup de partenariats historiques, puisque le laboratoire, comme j'ai dit, ça fait très longtemps qu'il est là, mais en France, Rhodia, historiquement, Solvay est implanté avec des centres de recherche à Aubervilliers, mais à Lyon. Donc, on a des partenariats avec des grandes écoles d'ingénieurs, des universités. Avec le CNRS aussi, on a même un laboratoire qui est commun où les chercheurs académiques travaillent avec des chercheurs de Solvay. Et donc, c'est à Bordeaux. Et ça permet d'avoir des viviers de talents et de pouvoir ensuite leur faire connaître aussi une entreprise comme Solvay. Et sur le site d'Aubervilliers, on est également en relation avec les lycées, les écoles, pour essayer de faire comprendre ce que c'est que la science au quotidien. On a fait même des petites vidéos pour expliquer comment on fait un shampoing, comment on fait des produits du quotidien en utilisant les solutions de Solvay pour montrer le concret aux lycéens et aux collégiens. Donc ça, c'est vraiment important. On a un niveau d'alternants et d'apprentis assez élevé. C'est vraiment pour nous idéal. Alors, on prend aussi des stagiaires, mais depuis que le gouvernement a encouragé l'apprentissage et l'alternance, pour nous, c'est vraiment un atout parce que les jeunes restent dans l'entreprise 2 ans, voire 3 ans en alternance. Ce qui fait qu'ils peuvent vraiment participer à des projets, participer à la vie de l'entreprise, et ça nous permet de mieux les faire grandir, de les former. Et ensuite, je me souviens, vous parliez aussi de l'évolution, et quand moi je suis sortie d'école d'ingénieur, quand j'ai commencé à chercher du travail, on me demandait tout le temps, il fallait 1 ou 2 ans d'expérience. Maintenant, avec l'apprentissage ou l'alternance, on ne se pose pas la question puisque la personne, elle a déjà passé 1, 2, voire 3 ans en entreprise. Je pense que c'est vraiment un atout pour l'entreprise et pour l'étudiant de faire ce chemin. Et on en prend, nous, on en a à peu près une trentaine tous les ans. Trentaine d'alternants. Dans tous les différents laboratoires sur le site d'Aubervilliers. Et on parlait aux jeunes de la science, on a vraiment une chance, je pense, en France, avec les aides pour l'innovation. On a des très bonnes formations, mais malheureusement, je dois le dire, en tout cas à Aubervilliers, nous, on a des problèmes de recrutement. On a des postes à tout niveau, que ce soit technicien, que ce soit ingénieur, que ce soit docteur-ingénieur. On a des postes ouverts
et on a des problèmes pour recruter des talents. Donc, pour recruter des gens on ne trouve pas toujours, et on a des postes ouverts. Donc, c'est vraiment un appel à regarder ces métiers, regarder tout ce que la recherche peut apporter. C'est du concret, c'est pas des projets qui vont sortir dans 20 ans. Il n'y a pas que ça, il y a des projets qui sont court terme. Et on a fait partie de l'initiative sur les batteries du futur, la mobilité propre, et Solvay, avec des financements de la région d'ailleurs, a ouvert un laboratoire autour de cette thématique à Aubervilliers. Et en moins de 5 ans, on a plus de 30 personnes qui travaillent sur cette problématique à Aubervilliers. Mais là, pareil, on cherche, il y a une vraie filière qui est en train de se monter, une filière batterie, qui a besoin d'ingénieurs, de techniciens en chimie, en physique, en engineering. Et j'appelle vraiment les jeunes à regarder cette filière. Il y a vraiment des beaux métiers très divers, et donc à tous les niveaux. Et vous disiez, parmi les salariés de Rhodia Aubervilliers, vous avez moitié de métiers sur la recherche, moitié de métiers plus classiques sur le fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Les niveaux de recrutement pour chacun de ces activités, c'est différent, ça bouge? On a en fait dans les laboratoires ou dans les bureaux des niveaux de recrutement, que ce soit Bac plus 2, Bac plus 5 et Thésard, Bac plus 8. Donc il y a une diversité de métiers. Dans quelle proportion? Que c'est Bac plus 2, Bac plus 5? Dans nos laboratoires, on a 30% qui sont niveau Bac plus 2. D'accord. Et dans les autres, vous savez peut-être moins, dans les autres métiers de l'entreprise? On a un peu moins, c'est plutôt où c'est master. C'est master, bachelor aussi un peu, mais c'est surtout des masters. Voilà, c'est peut-être aussi pour faire comprendre qu'il n'y a pas que des Bac plus 8 qui peuvent potentiellement trouver des métiers dans cette affaire. Merci. On va revenir vers Pierre Alban Villain. Donc alors, pareil, donc cette question sur l'ancrage de vos sites d'implantation, particulièrement sur celui de Saint-Denis. Là encore, je reviens aussi sur la question des métiers, sur le siège, sur votre niveau de recrutement, sur cette question de l'enjeu de l'alternance, ouais, des rapports hommes-femmes dans l'entreprise, et tout particulièrement de l'intérêt pour les jeunes filles ou non dans les métiers technologiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous développer là-dessus, monsieur Alban Villain? Très bien. Alors, peut-être sur l'ancrage territorial et par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure et à la science qui ne doit pas rester encastrée, notre vocation, c'est de la diffuser au plus proche des territoires. Et donc, c'est pour ça que le groupe est implanté sur l'ensemble du territoire national avec 40 agences. Et puis, vous avez le siège ici à Saint-Denis qui rayonne également sur l'Île-de-France, sur la région parisienne. Les métiers du groupe que vous allez retrouver principalement, ce sont des métiers qui sont soit techniques, soit commerciaux, pour assister, permettre à nos clients de reprendre ces briques de Lego et les déployer sur leur site. Donc les métiers techniques relèvent plutôt peut-être de la réalisation, de la mise en service ou de l'agencement des systèmes ou des projets que l'on peut développer. Et les métiers commerciaux visent plutôt à promouvoir et à faire valoir nos solutions. Pour ces deux types de métiers, pour ces deux grandes familles de métiers, on a besoin de gens techniques. On a besoin de gens qui s'intéressent et qui comprennent comment tout ça fonctionne, qui comprennent à quoi sert un automatisme, comment tout ça peut s'insérer dans une chaîne de production industrielle pour la faire fonctionner, et comment demain cet automatisme pourra remonter par exemple des données pour être plus performant, plus optimisé, etc. etc. Donc le groupe, très concrètement, recrute 700 collaborateurs par an à peu près. L'alternance a une place très importante pour nous, puisque c'est un formidable vecteur de formation professionnelle des jeunes, de les permettre de se confronter à la réalité du terrain. Et donc c'est pour ça que chaque année, 200 alternants
parmi les 750 que j'évoquais, rejoignent le groupe et sont formés au sein du groupe. C'est en extension, c'est en développement permanent ou c'est stable le nombre d'alternants? C'est un chiffre qui est à peu près stable. Alors, vous posez ensuite la question des métiers ou des formations que Siemens, que le groupe recherche. On va recouper beaucoup, je pense, avec Solvay. On recrute du bac plus 2 au bac plus 5. Donc, sur bac plus 2, on va être plutôt sur des bachelors ou sur des BTS. Et bac plus 5, ce sont soit des ingénieurs, soit des masters. Par exemple, génie industriel et informatique. Ce sont par exemple les viviers de candidats que l'on apprécie beaucoup. Alors peut-être un dernier mot également, puisque c'était également votre question, sur la place des femmes. Les femmes ont toute leur place dans les sciences et dans les métiers techniques. C'est un sujet sur lequel on sait que collectivement, on doit travailler, on doit s'améliorer. Ce sont des métiers aujourd'hui qui sont trop peu occupés par les femmes et le groupe déploie beaucoup d'efforts pour rétablir cette diversité. Et donc, le message que j'aimerais faire passer aux jeunes collégiennes qui sont parmi nous, il y a des défis formidables à relever dans l'industrie et dans les métiers techniques. Il y a la place évidemment pour les femmes, et donc il faut oser, il ne faut pas hésiter à s'engager dans ce type de formation, dans ce type de carrière. Vous serez les bienvenus ensuite sur le marché du travail. En tout cas, chez Siemens, vous serez accueillis à bras ouverts. Et vous me disiez, et donc aujourd'hui, Madame Turpin-Lambert parlait de 50-50 dans les 50-50 hommes-femmes chez Solvay. Nous, on est plutôt, il y a peut-être 20% de femmes aujourd'hui dans l'entreprise en France et 80% d'hommes. D'accord. Et vous me parliez, quand on s'est joint au téléphone pour préparer cette table ronde, vous me disiez qu'une des caractéristiques de Siemens, c'est que vous aviez aussi une activité de formation interne, y compris pour vos partenaires. Oui, alors c'est quelque chose qui se passe ici, sur le siège de Saint-Denis, où effectivement, vous avez un centre de formation qui permet de maintenir un lien académique fort avec les centres de formation et de partager le même niveau de connaissance pour que les ingénieurs, les techniciens qui sortent des formations précédemment citées soient à l'aise avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de technologie et qui est déployé sur les industries ou sur les infrastructures. Et donc, la semaine dernière, par exemple, se tenait ce qu'on appelle chez nous l'Education Day, qui vise justement à mettre en relation des enseignants du monde académique, des professeurs, avec nos technologies, avec certains de nos clients pour leur faire remonter ou en tout cas partager un peu les enjeux que l'on voit chez nos clients ou sur le terrain en tant qu'industriels et pour que ça puisse être aligné avec la formation que eux délivrent à leurs élèves pour qu'ils s'insèrent le mieux possible sur le marché du travail. Vous avez dû remarquer, chers intervenants, que je laisse un peu glisser le temps parce qu'il semblerait que nous avions quelques problèmes de connexion et que donc je sens qu'il ne va pas y avoir un foisonnement de questions. Donc je laisse glisser un peu le temps. Je vous préviens. Sans ça, il fait n'importe quoi, le Philippe Pion là. Bon, alors donc non, je ne fais pas n'importe quoi. Donc, écoutez, je reviens donc à Pierre Mortamet, donc d'Organotechnie. Alors vous l'avez évoqué dans votre première intervention, effectivement, dans une PME de biotechnologie, haute technologie comme la vôtre. Vous avez donc des collaborations, y compris avec des laboratoires de recherche, y compris du territoire, mais certainement pas seulement. Alors, c'est pas venu tout seul. Comment elles se sont construites ces relations, parce que je crois que vous avez une anecdote là-dessus qui n'est pas, qui est intéressante aussi à livrer. Et puis alors, même question sur les niveaux de recrutement, et puis qui sont, si j'ai bien compris, en pleine évolution dans votre entreprise, et puis même sanction sur le rapport homme-femme et l'enjeu, effectivement, de l'alternance dans votre activité. Monsieur Mortamet. Oui, alors beaucoup de questions. Donc la première, comment s'est construit nos multiples relations maintenant avec les universités, les centres de recherche. On a fait le constat que les difficultés de l'entreprise avant 2015 étaient pour partie dues à un manque d'innovation et aussi, et c'était une petite entreprise
qui a 5 personnes en R&D a forcément des moyens limités, donc il faut aller trouver des ressources en externe. Et il y a une volonté très forte de l'entreprise de s'insérer dans l'écosystème biotech, pharma, parisien, français. On a la chance, étant sur Paris, d'avoir un accès très direct avec beaucoup de labos. L'anecdote que vous mentionnez, c'est qu'on a été contacté une fois par une étudiante de l'Université Paris-Nord la Sorbonne et qui a regardé sur Internet, nous a dit « Il semblerait que vous êtes une entreprise de biotech, on aimerait vous rendre visite avec 2 de mes camarades. » Et ce genre de demande, on les accueille toujours très favorablement. Alors on a dit « Écoutez, venez ». Et je leur ai fait visiter moi-même l'usine et elles étaient assez étonnées parce qu'effectivement, de l'extérieur, on ne voit pas vraiment ce qui se passe au sein de l'usine et c'est parfois une surprise. Enfin, c'est assez étonnant. Et de retour dans leur université, j'ai eu un appel du professeur Lutomski en me disant « Mais il paraît que c'est très intéressant chez vous, j'aimerais venir vous voir ». Donc, et c'est une collaboration qui a démarré avec son labo de protéomique, en fait, par l'initiative d'une de ses étudiantes. Et cette étudiante, on l'a pris ensuite en stage. Il y a aussi, alors ça c'est au niveau Master 2, mais on a aussi une fois été contacté par une toute jeune personne qui s'appelle Ambre et qui avait envoyé sur le site internet une demande de stage de découverte. Et cette demande était très bien formulée. On voyait que ce n'était pas du tout du recopiage, il y avait eu un petit peu d'études et toutes ces demandes, moi je les vois passer avec les services de ressources humaines. Et j'ai dit à ma responsable, celle-là, cette personne-là, s'il te plaît, fais-la venir et regarde si effectivement sa motivation est sincère et réelle. Et puis moi j'étais en déplacement et j'ai eu un retour très positif. Et cette petite Ambre, on l'a pris en stage. Elle est venue faire un stage, découvrir le labo R&D. Donc en 15 jours, bien sûr, c'est plus une découverte que des réalisations. Et on a appris un an après, parce qu'une de nos chefs de projet R&D est restée en relation avec elle, un an après, elle nous faisait part comme quoi elle avait terminé 2e. Elle était toute fière de nous dire qu'elle avait été classée 2e à l'examen du brevet des collèges. Et c'est une fille certainement qu'on reverra. Donc, oui, on est très ouvert aux stagiaires. On a aussi beaucoup d'apprentissage. Alors, une société, nous, on est une PME, donc on est assez pratico-pratique. Notre but, c'est de gagner de l'argent. On veut gagner de l'argent sur les techniques parce qu'on en a besoin pour se moderniser, on en a besoin pour rémunérer nos collaborateurs et parce qu'en tant que PME, on est relativement fragile et personne ne viendra nous aider, nous sauver si on est défaillant. Donc on a besoin, ça c'est, une société comme la nôtre doit faire du profit. Et c'est très important. Mais effectivement, pour en faire, il faut aussi prendre un peu de recul, il faut effectivement s'appuyer sur des forces vives. Et moi, autant cette nécessité de faire du profit, elle est impérative pour nous, autant ce qui me fait, et je ne suis pas le seul dans l'entreprise, ce qui nous apporte le plus de plaisir, ce qui nous, je dirais, nous donne le plus profondément le sentiment de réussite, c'est quand on voit justement des jeunes qui intègrent l'entreprise et qui se développent et qui contribuent de manière inespérée, au-delà des attentes, au sein de l'entreprise. Ça, je peux dire que pour moi, très profondément, c'est la marque du succès la plus évidente. Voilà, donc on est très ouvert, effectivement, aux apprentis, aux jeunes, à toutes les personnes qui peuvent contribuer dans l'entreprise. Le rapport homme-femme Alors, le rapport homme-femme, là aussi, je vais presque être un peu provocateur, mais les femmes sont formidables. Je vais, très schématiquement, je trouve que les femmes dans l'entreprise ont toujours tendance à se sous-estimer. Et quand on manage des femmes, finalement, c'est assez facile, parce que quand on les met en confiance, elles s'aperçoivent qu'elles réussissent, et on a vraiment l'impression de faire progresser quelqu'un. Les hommes, qui sont formidables aussi, par d'autres aspects, eux ont tendance à se surestimer. Et souvent, on est un petit peu obligé de lui dire « Attends, tu te vois là, mais tu n'es pas là. Attends. » Les hommes sont bien sûr
souvent un peu plus ambitieux, et il faut les modérer. C'est très schématique ce que je dis. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que chez nous, on a un peu deux mondes sur Getting. Il y a la production, l'usine de production, et il y a les bureaux qui sont tous les services supports de la production, c'est-à-dire le commercial, R&D, qualité, etc. Donc dans les bureaux, on a 70% de femmes. En production, on n'a que des hommes. C'est un travail qui est assez physique. On a eu quelques femmes qui sont venues faire des stages, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué d'en embaucher parce qu'on n'a pas de vestiaire femmes. Il faut qu'on investisse dans des vestiaires femmes. Voilà. Mais effectivement, on est une entreprise qui, si on prend les services supports, est très féminine et 80% de nos chefs de service sont des femmes. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Mortanet. Je crois qu'au stade actuel des choses, on y reviendra, mais je crois que vous avez lancé plusieurs pistes. Je crois que c'est le temps, Monsieur Pin, de revenir vers vous. J'ai vu que vous preniez plein de notes. Alors, qu'est-ce que tout ça vous inspire? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette première série d'interventions? Alors déjà, je remercie un peu au nom de tout le monde nos trois interlocuteurs qui nous ont apporté beaucoup d'éléments très concrets, très précis sur leurs activités. Je reprends les trois grands thèmes que j'avais posés au départ. Donc, il y en avait un sur justement en quoi, d'après vous, vous faites de la science, vous faites science, et sur ce point, vous avez apporté énormément d'éléments. Sur l'innovation au sens concret du terme, c'est-à-dire qu'est-ce que vous développez comme nouveaux produits, comme nouveaux services qui répondent à des nouveaux besoins, des enjeux qui émergent. Vous avez aussi abordé ces choses, notamment autour des enjeux du développement durable, de la durabilité, des impacts que peuvent avoir l'intelligence artificielle ou voilà, des éléments de cette nature. Sur le deuxième thème que j'avais posé sur l'innovation au sens de domaine d'action de l'État, au sens très institutionnel, alors bien sûr il y a des éléments, mais c'était un peu plus évasif, je dirais. Alors ma question c'était dans quelle mesure est-ce que les aides apportées par l'État ou les collectivités locales sont quelque chose qui d'après vous sont utiles, nécessaires? Alors, vous n'avez pas rien dit non plus à ce sujet, mais c'est un peu en négatif. Alors, par exemple… C'est la troisième question. C'était la deuxième. Ouais, mais c'est la troisième question que je leur pose. Non, mais bon, voilà, faut pas être impatient. Donc, j'en profite pour y aller. Alors, j'ai trouvé très intéressant ce que disait Madame Turpin à ce propos. Elle disait qu'il y avait des aides de l'État, qu'elles étaient utiles, mais que le principal problème auquel étaient confrontées les entreprises, c'était le problème de recrutement. Donc, je trouve que c'est un élément vraiment, vraiment important qui permet de faire le lien, justement, comme vous l'avez fait dans nombreuses de vos questions, sur les entreprises, leur ancrage au niveau local, l'intérêt pour elles de nouer des partenariats avec les universités. À ce titre, les universités ou les autres lieux de formation, parce qu'on fait de la recherche dans les laboratoires à l'université, mais on fait énormément d'enseignement et l'idée, c'est justement de former des jeunes et de les qualifier, de les rendre compétents sur des enjeux qui correspondent aux attentes, notamment des entreprises, aussi de toutes les activités publiques. Donc, j'ai bien noté ça. Du coup, on a abordé assez régulièrement la question de l'apprentissage, de la formation en alternance, du fait que vous en accueilliez, que c'était quelque chose dont vous aviez non seulement besoin, mais qui procurait en plus du sens et du plaisir à vos propres activités. J'aimerais rebondir un peu sur deux aspects. D'une part, comment vous accueillez en fait ces jeunes, ces apprentis, ces alternants? Est-ce que vous avez des dispositifs un peu structurants, on pourrait dire, des choses qui cadrent les choses pour les jeunes qui arrivent comme ça dans votre entreprise? Parce que pour eux, c'est un univers nouveau, donc ils ont besoin d'être familiarisés, d'être un petit peu orientés. Donc j'avais cette question-là. Souvent, on considère que c'est bien beau d'inciter à l'alternance, à l'apprentissage, mais est-ce que les entreprises sont équipées en fait pour vraiment jouer ce rôle social en termes de formation? Donc, il y a cette question-là que je voulais vous poser. Et puis, un autre aspect que vous avez souligné et sur lequel j'aimerais également insister, vous disiez que vous incitiez, par exemple, alors non seulement les jeunes collégiens, mais en particulier les femmes,
à oser faire le pas, à adhérer, à se projeter dans ces métiers auxquels il ou elle ne pense pas forcément au premier abord, mais qui pour autant peuvent tout à fait les accueillir. Donc vous disiez notamment, Madame Turpin aussi, regardez ces métiers. Et je pense que c'est un enjeu important et peut-être que vous avez aussi un rôle à jouer en la matière et en cela aussi, tous les lieux de formation peuvent aussi contribuer, faire des partenariats avec vous dans les universités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ces métiers accessibles, tangibles aux jeunes, de telle sorte qu'ils puissent s'y projeter. Alors, on a pas mal souligné la question des rapports hommes-femmes, le fait que les femmes se projettent moins aisément dans des métiers à composantes scientifiques ou technologiques. J'aimerais aussi, ça c'est mon côté un peu sociologue, souligner le fait que faire des lettres de motivation, telles que vous en avez parlé, c'est en effet quelque chose de très important, mais tous les jeunes ne sont pas dans la même capacité, la même aptitude à faire ce type de démarche, à oser ce type de démarche. Donc il y a aussi une question de capital social et culturel des jeunes, compte tenu de la trajectoire familiale et du parcours scolaire, professionnel de leurs parents. Donc il y a aussi, je pense, vraiment un enjeu important de ce point de vue-là, de rendre ces métiers accessibles, connus non seulement aux femmes et bien entendu aux hommes, et pour ça l'enjeu est moins fort, mais aussi à des profils sociaux très variés. Et c'est peut-être une question aussi que j'ai, c'est est-ce que vous voyez dans vos entreprises venir des gens dont vous vous dites, après tout, il n'était pas prédestiné à intervenir dans ce monde professionnel et est-ce que vous avez un peu des exemples comme ça qui pourraient servir justement d'exemple pour les jeunes? Ça fait déjà pas mal, mais je propose, je propose qu'on les prenne. Je propose qu'on les prenne, ces trois questions. Comment on peut bien accueillir les alternants dans l'entreprise et qu'est-ce que vous faites pour ça? Est-ce que vous êtes équipé? Et puis peut-être aussi la deuxième question que vous posiez, excusez-moi, je ne l'ai pas noté, je ne m'en souviens plus, mais vous posiez une question sur la diversité dans l'entreprise. Est-ce que vous ressentez effectivement cette diversité la deuxième, c'est dans votre entreprise? Que faire pour rendre ces métiers accessibles? Alors vous avez évoqué, Madame Turpin, que vous essayez dans les écoles ou autres des petits films pour dire voilà, la science c'est ça, toute la fête de la science. Et puis je trouve que cette année d'ailleurs, compris dans la presse ou autre, c'est bien mis en valeur cette fête de la science par rapport à d'autres États. C'est peut-être parce que c'est le, je ne sais pas combien c'est, le 25e anniversaire, je crois. Bon. Mais ça a été assez bien mis en valeur. Alors peut-être chacun 2 minutes sur ces 3 petites questions dans l'entreprise. Monsieur Pierre Alban-Villain. Très bien. Alors, sur la question de l'alternance, effectivement, il y a un vrai enjeu d'intégrer ces jeunes et qu'ils trouvent leur repère dans l'entreprise. Le mode de fonctionnement… 2 minutes pour de vrai, hein. Allez-y. OK. Donc, le fonctionnement qu'a le groupe là-dessus, c'est notre conviction, c'est que pour que ça marche, il y a besoin, en fait, que ces jeunes soient baignés dans le quotidien de collaborateurs plus seniors, qui puissent s'imprégner de ce qu'ils voient, des échanges, et qui puissent aussi proposer peut-être des modes de fonctionnement ou qui puissent en tout cas s'intégrer au mieux dans cet environnement. Et puis forcément, c'est pas toujours évident d'être dans ce bain, d'être dans ce milieu professionnel quand on est jeune. Et donc c'est pour ça que les alternants aussi, et chez Siemens, on a la chance d'en avoir suffisamment pour avoir cette collégialité ou en tout cas cette camaraderie. Il y a un certain nombre d'événements ou un certain nombre de choses qui sont spécifiquement dédiées à cette population pour qu'ils puissent aussi se retrouver, partager leur expérience et avoir peut-être des pairs avec lesquels pouvoir également échanger. Donc on joue un peu sur ces 2 tableaux pour que ce type de population et que ces alternants s'intègrent au mieux chez nous. Turpin-Lambert, merci d'avoir respecté les 2 minutes. Allez-y. Nous également, chez Solvay, quand on accueille des alternants ou des apprentis, on leur donne un tuteur qui va les accueillir, les guider et puis faire que déjà il y ait un vrai accueil. Et je pense que pas seulement pour les apprentis, quand on intègre une entreprise, il faut être accueilli. On explique l'entreprise, on explique ce qu'on va y faire et il y a quelqu'un, référent, qui va être là tout au long du parcours. Ça, je pense que c'est vraiment important. On fait des visites aussi pour sensibiliser à nos métiers. On ouvre les portes de nos laboratoires régulièrement au lycée,
On est en contact avec les collèges d'Aubervilliers, de Saint-Denis pour aller les voir, leur expliquer. Donc, et nous, laboratoire, pour donner envie aux jeunes et de démystifier un peu ce qu'est un laboratoire de recherche, on invite, on fait des visites. Voilà. Merci. M. Mortemet. Alors nous aussi, un jeune alternant qui arrive, un apprenti, il a un tuteur, c'est très important, et on le met en situation. Je dirais qu'on est une PME, donc on fait c'est assez facile de faire le tour, certainement plus facile que chez Solvay ou Siemens. On le met en situation et après, et on lui donne un challenge. On lui donne un challenge intéressant. On le met aussi en situation pour découvrir et en situation pour contribuer. On lui fait clairement comprendre qu'on attend quelque chose de bien concret de lui. Voilà. On a des moyens un peu plus limités en tant que PME. On est, nous, très ouverts, encore une fois, à des jeunes qui sont motivés, sincères et qui souhaitent découvrir une entreprise industrielle qui a quand même beaucoup de métiers différents. Comme action que l'on peut mener, c'est surtout une écoute à tous ceux qui oseront venir nous contacter. Parce qu'une chose qui est très importante aussi pour les jeunes, pour que les jeunes soient vraiment jeunes et pas vieux, parce qu'il y a des jeunes et il y a des jeunes vieux. Ne parlez pas. Pour que des jeunes soient jeunes, il faut qu'ils osent. Voilà. Il faut qu'ils osent quand ils ont des bons projets, des vraies aspirations. Il faut oser. Voilà. Et on accueille les jeunes avec grand plaisir. Est-ce que je peux juste rebondir? Vous parliez de... Bon, allez, vous avez droit à vos 2 minutes, allez-y. De challenge donné aux jeunes. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Un exemple, par exemple, il y a un jeune qui avait comme challenge d'améliorer les conditions de filtration d'une certaine... un jeune apprenti qui a fait une licence en génie des procédés avait comme challenge d'améliorer les conditions de filtration d'un produit difficile. D'accord. Donc, et bien sûr, il porte ce challenge, il est aidé par son entourage. On ne le laisse pas seul, mais c'est lui qui est le responsable, c'est lui qui doit interroger les différents acteurs, qui doit faire l'analyse, qui doit piloter des essais. Voilà, il porte le challenge, il n'est pas tout seul, mais il en est responsable. Merci. On parle beaucoup avec cette sortie d'épidémie. Est-ce que la vie va continuer comme avant, y compris dans l'entreprise, dans l'économie? On se dit beaucoup que peut-être que ça va conduire, on pointe notamment dans des questions sensibles, comme de la recherche, de la pharmacie, sur la dépendance de l'économie française et européenne, globalement par rapport à certains pays. Et donc peut-être c'est l'occasion de s'intéresser au redéveloppement de nouvelles activités dans notre pays. Alors, comment vous le sentez, ça, vous? Est-ce que vous sentez que c'est vraiment une tendance forte, cette volonté de redévelopper, de réduire la dépendance, je veux dire, française, mais européenne? Effectivement, quel impact ça a sur votre activité recherche et de technologie? Et puis, je crois qu'il y a quand même aussi quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le plan de relance. Hein? Est-ce que potentiellement, c'est quelque chose qui vous parle, vous, aujourd'hui dans votre entreprise? Est-ce que vous avez dans ce domaine-là des projets en cours? Est-ce que vous percevez que c'est des éléments qui peuvent avoir des conséquences très concrètes pour votre activité, mais globalement pour l'emploi, et puis potentiellement pour cette dynamique-là? Alors peut-être je vais commencer par vous, Monsieur Pierre Alban Villain, sur cette question-là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire
Là, on va rester d'être 4 minutes pour de vrai cette fois-ci. Hein. Ok, bah, je vais faire de mon mieux et du coup, je vais aussi mélanger avec la question des aides d'État, hein, puisque le plan de relance, Voilà, c'est un peu ça. ça se recoupe. Ça se recoupe. Alors pour nous, c'est important effectivement que les aides d'État, les aides des pouvoirs publics, que ce soit l'État ou les collectivités locales, permettent effectivement d'amorcer un certain nombre de sujets, un certain nombre de transformations qui autrement mettraient beaucoup plus de temps à se mettre en œuvre et à s'opérer. Donc pour nous, c'est très important et ma conviction et la conviction du groupe également, c'est qu'on est à un moment charnière, on est à un moment clé sur deux enjeux et deux grands défis que nous devons collectivement résoudre. Vous avez un premier défi qui est un défi de transition écologique. On le sait tous, hein, il y a un dérèglement climatique qu'on a commencé à enclencher et dont on subit les conséquences, et dont on va encore subir les conséquences, qui nous invite à être plus performants d'un point de vue énergétique, à moins consommer, à mieux consommer. Et puis, vous avez un deuxième défi qui est un défi d'attractivité des territoires, de cohésion des territoires, de compétitivité des sites de production qui sont en France pour relocaliser ou en tout cas avoir des sites industriels qui restent en France, plutôt qu'aller dans des pays, par exemple, à bas coût. Sur ces deux sujets, le groupe trouve que le plan de relance a constitué effectivement un formidable effet d'amorçage pour remettre ces deux sujets à l'ordre du jour et leur donner de la visibilité dans les prochaines années. Donc sur la partie transition écologique, le groupe propose énormément de choses pour rendre les bâtiments plus performants et met effectivement à disposition des moyens qui autrement n'existeraient pas et ne permettraient pas de faire ce type de projet. Un exemple de projet que le groupe, par exemple, a finalisé cet été, ce sont des lycées dans la région Grand Est, donc portés par la région Grand Est. Et autrement, sans ces aides d'État, c'est quelque chose, c'est un investissement pour rendre ces lycées plus performants, pour les moderniser, qui n'aurait pas eu lieu. Ou en tout cas, pas tout de suite. Donc pour nous, c'est effectivement important. Peut-être dans l'industrie, et sur les effets attendus par rapport à l'industrie 4.0, c'est aussi pour nous un levier qui est important. C'est important pour la compétitivité de nos clients de pouvoir bénéficier de ce type d'aide et de pouvoir se projeter vers l'industrie 4.0. C'est nécessaire si on veut que la France reste un pays industriel et si on veut que les sites de production continuent à tourner en France plutôt que se tourner vers des pays à bas coût. Est-ce que vous pourriez nous préciser juste ce que vous entendez par industrie 4.0 ? Alors, ce qu'on entend par industrie 4.0, c'est un site industriel qui tire pleinement profit de ce que la technologie met à disposition pour tourner de la meilleure façon possible. Et donc, typiquement, ça va au-delà simplement de l'automatisme qui existe déjà et qui permet d'automatiser un certain nombre de processus sur ces chaînes de production. L'industrie 4.0 va s'appuyer sur le numérique et les données des sites de production pour optimiser l'ensemble. Et donc, par exemple, vous avez des solutions de jumeaux numériques. Vous êtes un peu comme dans les Sims. Vous avez votre chaîne de production que vous voyez en 3D. Et puis, vous pouvez vous assurer dans cette simulation numérique qu'elle fonctionne de façon optimale. Et que pour atteindre un tel niveau de performance ou tel niveau de qualité, voilà comment il faut dérouler l'ensemble du processus. Et puis, vous pouvez piloter ça un peu comme dans les Sims, à distance, en se disant, tiens, là-dessus, il faut... je ne sais pas, envoyer plus de gaz ou moins de gaz, j'en sais rien, et hop, vous pouvez vous tirer profit des technologies pour être plus performant. C'est ça l'industrie 4.0. C'est bon, même question, je ne vais pas la reposer, avec une petite originalité. Vous, quand dans notre entretien préalable, vous m'avez dit que vous exportiez 80% de votre production. Oui, et vous aurez du mal à faire mieux. Non, mais néanmoins. On a une PME qui exporte 80% de notre production. On exporte en Amérique du Nord, on exporte en Chine, en Inde, au Japon, en Corée. Quand les Indiens nous achètent une peptone, un nutriment pour fabriquer des vaccins, c'est pas parce qu'on est français. C'est pas parce qu'on est à la Courneuve, c'est parce que nos produits sont meilleurs que ce qu'ils peuvent trouver sur le marché. On voit, parce que j'y vais assez souvent, ces pays, une évolution formidable dans ces pays. On voit aussi des concurrents émerger. Donc, c'est forcément une très forte menace pour une société comme la nôtre. C'est des concurrents locaux en Chine ou autres qui émergent avec aussi des soutiens très forts de l'État. Donc, il n'y a qu'une manière il faut être meilleur. Voilà, il faut être meilleur, et pour être meilleur, il faut effectivement être plus curieux intellectuellement, trouver plus de solutions, s'appuyer sur toutes les ressources que l'on a ici en France. Alors effectivement, on a bénéficié, nous, du plan de relance. On a bénéficié d'une subvention de 800 000 €. C'est très significatif, puisque la société, bon an, mal an, gagne 1 million d'euros.
Et cette subvention nous a permis déjà cette année d'augmenter très significativement nos investissements. L'industrie, c'est aussi une course à l'investissement. Une industrie qui n'investit pas, c'est une industrie qui a vocation à disparaître, qui est vouée à une mort lente. Une industrie qui investit beaucoup et judicieusement, c'est une industrie qui va prospérer. Et c'est aussi l'investissement, un moyen pour nous de garder une avance sur des concurrents des pays émergents qui, eux aussi, investissent massivement, qui, eux aussi, se forment, qui ont, on le voit dans les concours internationaux, dans les classements internationaux liés, enfin, qui s'intéressent à l'éducation, on voit que ces pays émergents ont une éducation de haute qualité, en particulier scientifique. Et dans 10 ans ou dans 20 ans, ça pourrait être un vrai problème si on ne réagit pas. On a besoin, nous aussi, de scientifiques de bon niveau, on a besoin de formation scientifique de qualité dès le plus jeune âge, au cours élémentaire, au collège et plus tard. Très important. Voilà. Merci. Madame Turpin-Lambert, c'est à vous. Ben, nous également, je pense que quand on voit la sortie de pandémie, on voit des équilibres qui ont un peu changé. Et nous, on était déjà engagés dans, j'ai parlé de la batterie du futur, de la mobilité durable. Ben, le plan de relance, les aides nous ont permis d'accélérer, je dirais, le déploiement de moyens de laboratoires, d'innovation, mais aussi de moyens plus d'engineering, par exemple dans notre usine près de La Rochelle, pour essayer de développer plus rapidement la filière. On est en Europe, on parlait des pays émergents, c'est vrai que les pays émergents, ben, ils sont très rapides, ils ont une population importante et ils ont un appétit peut-être pour l'industrie plus qu'on l'a en France. Et je pense que, j'espère que la pandémie va aussi faire réaliser que l'industrie, c'est pas un gros mot, et que l'industrie, c'est notre indépendance, c'est plein de belles choses, et on a besoin de l'industrie dans les territoires. Donc le plan de relance, ça permet aussi de moderniser notre industrie, parce que bah, c'est capitalistique, c'est beaucoup d'investissements, mais aussi de préparer le développement durable. Nous, on est très engagés au niveau de Solvay dans, je dirais, le développement durable, réduire notre empreinte carbone, travailler sur l'économie circulaire et puis les ressources. Et ça passe aussi par des investissements très importants dans nos usines, par l'innovation de nouveaux process, mais par l'innovation aussi dans des nouveaux capacités, par le digital, etc. Et ça, le plan de relance aide toute la filière et toutes nos industries. Et je pense que se focaliser sur les filières de demain pour la France, mais pour l'Europe, c'est un enjeu capital. Et ça, le gouvernement aide, et je pense que c'est bien. Et puis de remettre un peu l'industrie sur le haut. L'innovation et l'industrie, pour moi, c'est important pour le futur. Et on ne peut pas être une société que de tertiaire. Donc j'engage les gens. Pareil, la science, c'est pas que l'économie, faire des études de commerce, c'est vraiment très noble, c'est très bien. Mais il y a des beaux métiers aussi dans l'industrie. Voilà. Donc, on fera le bilan après sur qu'est-ce qui s'est passé. Semble-t-il, il y a eu des problèmes de connexion importants pour se connecter. Néanmoins, ça me surprenait qu'un fidèle des fidèles des tables rondes de pleine commune promotion à Savon de banlieue ne soit pas présent et ne soit pas en situation de poser une question. Et donc, je vais poser la question qui me fait remonter. Eh bien, je dis aussi, avant de répondre à la question et avant qu'on passe aux conclusions que vous n'avez pas manqué de faire, merci aux intervenants de la qualité des interventions.
il y a un site sur Savants de banlieue où la conférence sera intégralement positionnée, elle est enregistrée. Elle sera mise également sur le site de Pleine Commune Promotion, mais sans attendre, je vais poser à nos intervenants, et on verra qui répond, la question de Joseph Irani. Bonjour Joseph, comment vas-tu? Pour la réindustrialisation, ça serait important de développer l'intergénérationnel. En effet, la dernière génération qui a connu la vraie industrie est en train de partir à la retraite. C'est important que ces savoirs soient transmis à la génération actuelle. Ça serait un vrai gain de temps. Et je sais que c'est une question auquel Joseph est très sensible. Qui veut répondre à cette question? Oula. Moi, allez-y. Je peux répondre par un exemple pratique. C'est que l'année dernière, on a fait 2 CDI à des gens qui ont à peu près 60 ans. C'est des gens qui n'ont pas de niveau opérateur, qui ont le niveau agent de production, c'est-à-dire, entre guillemets, manœuvre, enfin des gens qui ont le niveau minimum de formation, qui savent lire et écrire, c'est tout. Mais c'est des gens qui ont travaillé dans l'industrie et on leur a fait un CDI parce qu'ils ont pu travailler quelques mois chez nous et on a vu qu'ils tenaient un rythme, ils tenaient un comportement, ils avaient un respect des machines, une volonté, une capacité de travail qui est exemplaire. Et ces 2 personnes, entre guillemets, ces 2 vieilles personnes, en tout cas en fin de carrière, ont montré un exemple extrêmement satisfaisant aux jeunes qui, effectivement, n'ont peut-être pas cette culture industrielle. Donc, les anciens peuvent apporter, bien sûr, par leur connaissance, mais ils peuvent apporter aussi par leur expérience du terrain, par leur comportement dans une entreprise qui a fait, en fait, l'admiration des jeunes. Voilà. Il y a même des jeunes qui avaient du mal à suivre la cadence de ces gens-là. Donc, oui, l'intergénérationnel aide. Quelqu'un d'autre veut intervenir là-dessus? Oui, peut-être. Alors, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, effectivement, on a clairement besoin d'une nouvelle génération de collaborateurs pour embrasser les métiers de l'industrie. Il y a des choses formidables à faire. Et alors, il faut non seulement remplacer la génération qui est en place au fur et à mesure, mais il faut également apporter, je pense, un nouveau souffle. Et c'est pour ça qu'on a besoin des jeunes, et notamment des jeunes collégiens, parce que la technologie évolue vite, le monde industriel évolue vite. Donc, on a besoin de capitaliser évidemment sur ce que on sait déjà faire dans ces milieux industriels, mais on a besoin également d'un nouveau souffle, de gens qui soient curieux, qui ont envie de s'intéresser à la technique et de voir comment tout ça évolue. Parce que les cycles industriels évoluent, la technique rentre de plus en plus en jeu, et donc on a besoin de cette nouvelle génération, on a besoin des collégiens, et on a besoin que l'industrie soit attractive pour ces jeunes profils. Alors, les questions que soulève souvent Joseph Irani, parce que je le connais bien, c'est que, bon, effectivement, on parle encore beaucoup, et c'est tous ces derniers jours, de l'allongement de l'âge de la retraite jusqu'à 67 ans, mais que, par contre, c'est pas rare de voir effectivement à 53, 54 ans, la personne qui est mise à la porte est sortie de l'entreprise. Et donc, c'est comment, et c'est un moins, ça facilite pas forcément l'intégration des jeunes de pas se trouver en situation d'échange avec des gens qui ont l'expérience. C'est sûr que c'est une donnée. Tout le monde n'est pas forcé de répondre à cette question, mais moi, je vous inviter, si vous voulez, en 2 minutes à conclure, un petit peu, en 2 minutes pour de vrai, à conclure cette, je trouve, très intéressante table ronde et qui aura tout intérêt, effectivement, à être valorisée sur les supports de la manifestation. On commence par vous, monsieur Vial. Très bien, merci à tous les intervenants pour ces échanges très nourris et très intéressants sur l'innovation, l'entreprise, l'industrie dans les territoires et dans les collectivités locales. C'est un sujet évidemment très important et j'espère que chacun a pu comprendre qu'effectivement il y avait une transformation assez incroyable, assez formidable de ces métiers, que ces métiers également ont besoin de jeunes, d'une nouvelle génération qui s'engage et qui choisit d'embrasser les métiers de l'industrie, quelle que soit leur origine, quel que soit leur sexe, etc., etc. Il faut y aller et donc il faut oser. Et donc, n'hésitez pas à vous orienter vers ce type de parcours. Madame Turpin-Lambert. Oui, merci également de m'avoir invité, d'avoir échangé. J'espère qu'on vous a donné envie
de regarder un peu plus les métiers de l'innovation, de la recherche et de l'industrie. Je pense qu'on a vraiment sur le territoire la chance d'avoir des belles entreprises qui s'ouvrent peut-être plus vers le monde de l'éducation. Et on a une vraie volonté de le faire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On ira vers vous. Je pense que c'est aussi à nous de faire le premier pas. Et j'invite vraiment les collégiens à regarder, les lycéens, les jeunes filles comme les garçons. La diversité, c'est dans les deux sens. Et de ne pas se mettre de plafond de verre. Je pense qu'il faut oser, oui, il faut oser et regarder vers les étoiles. L'industrie, elle permet aussi de faire ça. J'espère qu'on vous a fait un peu rêver. Merci beaucoup, M. Mortamet. Oui, bon, merci à tous. J'ai essayé de vous donner un petit peu l'esprit PME. Organotechnique est une PME, contrairement à Solvay ou contrairement à Siemens, donc c'est une approche différente. Chez nous, les 80 personnes, je les connais tous personnellement. Je vois toutes les demandes entrantes. Bien sûr, ce n'est pas possible pour mes deux interlocuteurs qui sont dans des industries beaucoup plus grosses et beaucoup plus structurées. Donc, l'industrie, ça peut être très humain. Ça peut être très humain. Je dis aux jeunes que tout n'arrive pas par un clic sur Internet. Il faut aussi savoir s'astreindre, étudier, faire des efforts. Sans efforts, on n'y arrive pas. Les efforts payent toujours, peut-être au long terme, mais ils payent. Donc, faites des efforts pour étudier, faites des efforts pour vous intéresser à la science, soyez curieux intellectuellement, osez, et n'ayez pas peur de vous planter. Si vous savez combien de fois moi, je me suis planté avant de prendre cette société Organotechnique, et encore, je me plante de temps en temps, n'ayez pas peur de vous planter. Osez, avancez. Le pire, c'est de ne pas avancer. Quand on est jeune, de ne pas avancer, c'est terrible. Avancez, osez, faites des erreurs et apprenez de vos erreurs. Et comme ça, vous irez beaucoup plus vite. Voilà. Donc, effectivement, si certains des jeunes sont intéressés par la biotech, ils nous contacteront, on verra leurs demandes et on essaiera d'y répondre. Voilà. Monsieur Pin, c'était Oui, pas alors, mal cette conférence. Oui, très bien. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses et puis je m'y retrouve dans pas mal de propos qui m'ont été tenus par nos interlocuteurs. J'aimerais, juste pour conclure, j'avais prévu de faire un petit point comme Monsieur Mortamet. Alors, les échanges ont mis en avant qu'il y avait des enjeux de recrutement. Donc, c'est vraiment, je pense, un propos qui est assez porteur d'espoir pour les jeunes. On a insisté fortement sur les emplois à caractère scientifique, mais pas uniquement. J'aimerais aussi souligner ce point. On a dit qu'on avait des problèmes, des enjeux de recrutement pour des personnes qui ont plutôt un profil de manœuvre, d'opérateurs sur les équipements, etc. Donc, il y a aussi ces enjeux de recrutement-là. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui à Savants Banlieue, c'est bien sûr la dimension scientifique. Et à ce sujet, donc, il a été dit, et je ne peux qu'aller dans ce sens, qu'il faut oser, qu'il ne faut pas hésiter à solliciter des aides, à être curieux sur ce qui est autour de soi, sur à la fois les offres de formation, mais les entreprises, les laboratoires qui sont à proximité. Et puis, comme Monsieur Mortamet le faisait, dire que oser, c'est bien, mais il faut aussi faire des efforts, ce qui ne veut pas dire souffrir, hein, mais être persévérant, avoir confiance. On voit qu'il y a des besoins, donc il faut parier sur soi-même, se faire confiance, et puis faire confiance aussi en ce qu'on reçoit et ce qu'on nous propose, par exemple à l'école, au collège, au lycée. On n'a pas forcément conscience quand on suit des cours de maths au collège ou au lycée ou des cours de sciences physiques que c'est des choses qui sont utiles. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des besoins de gens formés à la science et ça commence par les enseignements qu'on a au collège, au lycée. Donc, il faut persévérer dans cette voie, il faut parier sur soi, sur son avenir en apprenant et en travaillant sur ces matières qui peuvent sembler un peu abstraites et théoriques initialement, mais qui finiront par être bien concrètes, aussi bien en termes d'activité que d'emploi et de perspectives personnelles. Eh bien, merci, chers intervenants. Merci d'avoir un petit peu respecté le fil, respecté le temps. Il est 10h30. Nous avons strictement respecté notre heure et demie et c'est toujours pas mal.
Merci à nos amis de Siemens qui ont assuré la technique parfaite du déroulement. Il faudra qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la connexion, parce que quand effectivement Joseph nous dit qu'il a mis 50 minutes à se connecter, il faudra comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est un gars qui sait généralement toucher à ces bêtes-là. Donc, il faudra qu'on comprenne. Mais je le dis encore, il va falloir créer les conditions que cette conférence puisse être bien relayée sur les supports ad hoc et qu'on puisse la valoriser à la hauteur de son intérêt. Donc, merci à tous. À bientôt peut-être. Hein. Donc, au revoir pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Écoutez, bon, c'était bien.